Anne Boleyn n'était pas juste une reine d'Angleterre. C'est la femme qui a poussé un roi à bouleverser tout son royaume pour elle. Aimée, détestée, accusée, manipulatrice pour certains, victime pour d'autres, son histoire est entourée de scandales, de pouvoirs et de mystères. Mais qui était vraiment Anne ? Une ambitieuse prête à tout ou une femme prise dans un jeu qui la dépassait ? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de la reine la plus controversée des Tudors. Salut les petits voyageurs du temps, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des Chroniques temporelles. Donc pour ce premier épisode, on va partir à la découverte d'Anne Boleyn, une reine vraiment pas comme les autres. Alors prenez un thé, un petit plaid tout doux et écoutez bien cette histoire. Le problème avec Anne, c'est qu'on sait même pas exactement quand elle est née. À l'époque, les registres paroissiaux sont pas encore obligatoires, et encore moins pour les filles. Résultat, même encore aujourd'hui, sa date de naissance, elle reste floue. On estime généralement qu'elle se situe entre 1501 et 1507. Après, les historiens ne sortent pas cette estimation nulle part. L'un des indices les plus intéressants, c'est une lettre qu'Anne aurait écrite à son père vers 1514, alors qu'elle était à la cour de Marguerite d'Autriche. Selon certains historiens comme Éric Yves, le style et la maturité de cette lettre suggèrent qu'elle serait née plutôt autour de 1501. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Selon la duchesse de Dormer, qui était l'une des suivantes de Lady Mary, Anne serait morte avant ses 30 ans, ce qui voudrait dire que sa date de naissance serait plutôt aux alentours de 1507. Anne Boleyn est la fille de Sir Thomas Boleyn et d'Elizabeth Howard. Elle grandit dans une famille influente avec un frère, George, et une sœur, Marie, qui serait probablement l'aînée, même si encore une fois, les dates restent floues. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Boleyn ne sont pas n'importe qui. Même si leur noblesse est assez récente, ils sont quand même très respectés dans l'aristocratie anglaise. Et ça, ils le doivent en grande partie à Sir Thomas Boleyn. C'est un diplomate brillant et charismatique, très proche du pouvoir. Il sait se rendre indispensable, et c'est d'ailleurs ce qui va ouvrir à Anne les portes des cours les plus prestigieuses d'Europe. C'est ainsi qu'Anne est envoyée aux Pays-Bas, à la cour de Marguerite d'Autriche, où elle devient dame de compagnie. Et très vite, elle se fait remarquer, pour son sérieux, pour ses manières, pour son intelligence. Mais ce n'est que le début. En 1514, Anne part pour la France. Elle rejoint à ce moment-là la cour de la reine Claude, et c'est là que tout va changer. Elle va y apprendre l'élégance française, elle va développer un goût marqué pour la mode, mais aussi pour des idées religieuses nouvelles, encore très discrètes à l'époque. Elle devient même interprète pour les visiteurs anglais, preuve qu'elle maîtrise parfaitement la langue. Anne ne se contente pas d'apprendre, elle absorbe tout. Et quand elle revient en Angleterre en 1522, ce n'est plus du tout la même jeune fille. Anne, elle correspond pas vraiment aux standards de beauté de son époque. Elle est mince, avec un teint jugé trop foncé, à une époque où la peau pâle est le symbole absolu de beauté. Elle a de longs cheveux noirs et des yeux décrits comme noirs et remarquables. Mais très vite, ce n'est pas son attirance qui attire, c'est Anne. Sa présence, son charisme, sa manière de captiver une pièce entière. Anne est non seulement une excellente danseuse, mais aussi une véritable icône de mode de son temps. C'est une femme qu'on remarque et qu'on n'oublie pas. Alison Ware la décrit d'ailleurs ainsi. Le charme d'Anne ne réside pas tant dans son apparence physique que dans sa vive personnalité, sa grâce, sa verve et d'autres qualités. Elle était de petite stature et sa fragilité était attirante. Elle rayonnait en chantant, en jouant d'un instrument, dansant et dans l'art de la conversation. Il n'était pas surprenant de voir les jeunes hommes de la cour se presser autour d'elle. Anne attire, mais elle ne se résume pas à son charme. Elle est aussi connue pour faire preuve de charité et de générosité. Et pourtant, elle reste difficile à cerner. Éric Yves écrit à son sujet « Elle apparaît inconsistante, pieuse mais agressive, calculatrice mais émotive, avec une trace de courtisane mais un côté politicien. Les mots de Thomas Cromwell la décrivant sont-ils les plus justes ? Intelligence, esprit et courage. » Une femme pleine de contradictions, et c'est peut-être ça qui la rend aussi fascinante. Lorsque Anne arrive à la cour d'Angleterre, le roi Henri VIII est déjà marié à Catherine d'Aragon. C'est une reine qui est respectée, populaire, bien qu'elle n'ait jamais réussi à donner de fils à Henri. Anne fait son entrée à la cour en mars 1522 lors d'un bal masqué. Et très vite, elle se fait remarquer. En quelques semaines à peine, elle devient l'une des dames les plus élégantes et les plus accomplies de la cour. Mais à ce moment-là, c'est pas encore le roi qui s'intéresse à elle. C'est un certain Henri Percy, héritier du comte de Northumberland,
Une relation qui sera sérieuse au point de parler de fiançailles. Mais l'histoire va s'arrêter brutalement parce que le père de Percy refuse catégoriquement cette union. Anne est écartée et pendant ce temps-là, à la cour, c'est une autre Boleyn qui attire déjà l'attention du roi. Marie, sa sœur, qui va devenir du coup la maîtresse du roi et dont la réputation sera plus tard violemment entachée. Anne observe, elle comprend, elle voit ce que ça signifie vraiment que d'être liée au roi. Après cet échec avec Henri Percy, Anne est brièvement renvoyée dans sa famille avant de revenir à la cour. Et c'est là que tout va basculer. En 1525, Henri VIII s'intéresse enfin à elle. Il commence à la courtiser, mais Anne, elle va refuser. Elle va refuser encore et encore. Elle ne veut pas être une maîtresse du roi. Elle a vu ce que ça a coûté à sa sœur, mais ce refus ne va faire qu'attiser le désir du roi. Les historiens débattent encore de ses intentions. Est-ce que c'était une vertu sincère ou est-ce que c'était une ambition parfaitement maîtrisée? Personnellement, je pense que elle était très ambitieuse, elle savait très bien ce qu'elle faisait. En plus de ça, elle a vu ce qui était arrivé à sa sœur. Elle voulait pas vivre la même chose. Donc, elle a vu que refuser de donner ce qu'il voulait au roi, ça marchait et qu'il restait accroché comme ça. Donc, elle a continué. Henri va alors aller plus loin. Il va lui proposer de devenir sa femme. Mais même là, Anne tient bon. Parce qu'il y a quand même un problème qui est quand même assez gros. Le roi, il est déjà marié à Catherine d'Aragon, tante de Charles Quint, l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Malgré tout, en 1527, Henri va demander l'annulation de son mariage au pape. Au début, Anne va rester en retrait, mais très vite, la vérité devient impossible à cacher. Henri VIII veut l'épouser. Il la couvre de cadeaux. Fourrures, bijoux, domestiques, appartements, dames de compagnie, il la traite déjà comme une reine. En 1529, une chose devient évidente. Le pape ne donnera jamais son accord. Henri n'obtiendra pas l'annulation de son mariage. Et les raisons sont loin d'être anodines. D'abord, le pape est sous pression. Il est pratiquement prisonnier de Charles Quint, qui est donc le neveu de Catherine d'Aragon et l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Mais ce n'est pas tout. L'Europe est en train de changer. Le protestantisme gagne du terrain et l'Église catholique ne peut pas se permettre de montrer des signes de faiblesse. Donc annuler ce mariage alors qu'elle l'avait elle-même autorisé, ce serait donner raison à ses opposants. Alors Rome bloque et à la cour d'Angleterre, la tension monte. Le cardinal Wolsey, principal conseiller du roi, commence à perdre sa place. Il n'a pas réussi à obtenir l'annulation du mariage d'Henri et en plus, il commence à se méfier d'Anne. Une erreur, parce que Anne, elle, ne se contente plus d'attendre, elle agit. Elle convainc Henri que Wolsey est un obstacle, voire un traître. Et ça suffit. Wolsey est démis de ses fonctions et dépossédé de ses biens. Il va tenter de demander l'aide d'Anne, mais elle va refuser. Et pendant ce temps-là, dans l'ombre, Catherine d'Aragon entre en contact avec le pape. Leur objectif est clair, faire exiler Anne. Mais le plan va être découvert et Henri va réagir immédiatement. Wolsey est arrêté et va mourir avant même d'atteindre la tour de Londres. À partir de là, tout s'accélère. 1 an plus tard, Catherine est bannie de la cour et Anne prend sa place, littéralement. Elle devient la femme la plus puissante d'Angleterre. Son influence est partout. Et surtout, elle pousse Henri vers une solution radicale. Si Rome refuse le divorce, alors pourquoi ne plus dépendre de Rome? Une idée simple, mais révolutionnaire. Faire du roi le chef de l'Église en Angleterre. Et là, tout change. Anne ne se contente plus d'être une favorite. Elle commence à placer ses hommes. Après la mort de l'archevêque de Canterbury, elle fera nommer son propre aumônier, Thomas Cranmer. Un choix stratégique parce que Cranmer soutient l'annulation du mariage du roi. Anne joue aussi un rôle à l'international. Elle renforce les liens avec la France et participe à l'organisation d'une rencontre diplomatique à Calais. Et, juste avant ce voyage, Henri fait un geste très fort. Il la nomme marquise de Pembroke. C'est une première pour une femme en Angleterre. Et un message clair pour toute la cour, Anne Boleyn n'est plus une simple courtisane, elle est déjà presque une reine. La conférence de Calais sera un véritable triomphe. Le roi de France, François Ier, soutient officiellement l'union entre Henri et Anne. Et pour Henri, c'est le feu vert qu'il attendait. À leur retour, ils se marient en secret. Enfin, après des années d'attente, ils peuvent vivre leur relation librement. Quelques mois plus tard, Anne tombe enceinte. Alors le 25 janvier 1533, ils vont se marier une seconde fois, officiellement cette fois-ci, à Londres. Et à partir de là, tout s'accélère.
Le 23 mai 1533, Thomas Cranmer déclare le mariage d'Henri avec Catherine d'Aragon nul et non avenu, et 5 jours plus tard, il valide celui d'Henri avec Anne. 7 ans. Il aura fallu 7 longues années, mais Anne est enfin reine d'Angleterre. Et pendant que tout s'élève pour elle, tout s'effondre pour Catherine. Elle perd ses titres, ses biens et sa place. Mais le véritable bouleversement va beaucoup plus loin. L'Église d'Angleterre passe sous l'autorité du roi. Henri ne dépend plus du pape. C'est le début de l'anglicanisme, une rupture historique qui existe encore aujourd'hui. Couronnée, enceinte, Anne semble enfin avoir tout gagné. Mais déjà, les premières fissures apparaissent. Pendant sa grossesse, Henri a une brève liaison. Et une première dispute éclate entre eux. Un détail en apparence, mais dans leur histoire, rien n'est jamais anodin. Le 7 septembre 1533, Anne donne naissance à un enfant, une fille, Élisabeth. Le roi est déçu car ce n'est pas un garçon, mais malgré tout, il lui donnera un baptême grandiose. Et cet enfant, Élisabeth, ce n'est pas n'importe qui, car elle deviendra l'une des reines les plus iconiques d'Angleterre. La réputation d'Anne Boleyn dépasse rapidement l'Angleterre. À travers l'Europe, on la voit comme une reine favorable à la réforme religieuse et elle est même admirée par l'élite protestante. Elle soutient notamment la traduction de la Bible en anglais. Parce qu'à l'époque, les textes religieux, tout comme les messes, sont en latin, et seuls les plus éduqués peuvent réellement les comprendre. Mais Anne ne rejette pas tout pour autant. Elle reste attachée à certaines croyances catholiques, comme la transsubstantiation. Cette idée que le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ pendant la messe. Une position nuancée, tout comme elle. Anne est aussi une reine généreuse. Elle distribue des vivres aux plus pauvres et soutient des œuvres éducatives. Et à la cour, elle impose une image forte. Une cour brillante, luxueuse, car à cette époque-là, le luxe n'est pas un caprice. C'est une véritable démonstration de force. Ces appartements deviennent un centre de vie. Cette dame de compagnie y côtoie les jeunes hommes venus les courtiser dans un cadre qui reste en théorie strictement encadré. Anne veille, elle observe et n'hésite pas à intervenir si les limites sont dépassées. Mais ce genre d'ambiance laisse des traces et plus tard, ça jouera contre elle. Parce que, malgré son influence, Anne n'est pas aimée, ni par le peuple, ni vraiment par la cour. On la rend responsable de la rupture avec Rome, du divorce du roi et surtout de la chute d'une reine adorée, Catherine d'Aragon. À la cour, c'est encore plus froid. Elle est tolérée, respectée, mais rarement aimée. Et dans sa vie privée, rien n'est stable. Sa relation avec Henri est tendue. Aujourd'hui, on parlerait probablement d'une relation toxique. Anne est jalouse, peut-être parce qu'elle est amoureuse, mais aussi parce qu'elle sait. Elle sait à quelle vitesse une femme peut être remplacée. Après tout, elle l'a elle-même prouvé. De son côté, Henri commence à se lasser. Anne a du caractère. Elle a des opinions sur tout. Politique, religion, pouvoir, et ça ne lui plaît pas toujours. Puis vient un moment clé. Sa seconde grossesse se termine par une fausse couche. Et cette fois, Henri ne voit plus ça comme un simple malheur, il le vit comme une trahison. À la cour, la tension monte. Chaque détail devient un problème. Même sa propre famille devient un risque. Alors quand sa sœur Marie épouse un roturier, Anne la bannit de la cour. Et peu à peu, son image se dégrade encore. On l'accuse d'avoir influencé la politique de plus en plus autoritaire du roi. On la soupçonne même d'avoir joué un rôle dans la condamnation de Thomas More, ancien conseiller du roi, exécuté pour avoir refusé de reconnaître Henri comme chef de l'Église et de valider son mariage avec Anne. Et à ce moment-là, Anne n'est plus seulement une reine controversée, elle devient une cible. Henri est obsédé par l'idée d'avoir un héritier mâle. Il va pousser Anne à enchaîner les grossesses. Mais au lieu de sécuriser sa place, chaque grossesse devient un risque. Selon certaines sources, il y aurait eu jusqu'à 7 grossesses. Mais historiquement, seules 4 sont réellement documentées. Une seule donnera naissance à un enfant vivant, Élisabeth. Les autres se terminent par des fausses couches. Et à chaque perte, la pression augmente. Parce qu'à la cour d'Angleterre, une reine ne se mesure pas à ce qu'elle est, mais à ce qu'elle donne. Et Anne, peu à peu, commence à ne plus suffire. En janvier 1536, Catherine d'Aragon, l'ancienne femme d'Henri, décède. Et après cette annonce, un détail choque. Henri et Anne s'habillent en jaune.
Pour certains historiens, c'est un signe de joie, mais en réalité, à l'époque, le jaune, c'est la couleur du deuil. Pourtant, les rumeurs se propagent. À la cour, on murmure qu'Anne aurait fait empoisonner Catherine. Une rumeur qui est alimentée par un détail troublant. Lors de l'embaumement, le cœur de Catherine est retrouvé noirci. Aujourd'hui, on pense plutôt à un cancer, mais à l'époque, le doute suffit. Après la mort de Catherine, Anne va tenter un rapprochement avec Marie, la première fille du roi. Mais ça va être un échec. Marie refuse toujours de la reconnaître comme reine et elle reste fidèle à l'Église catholique. Leur relation est brisée et elle ne s'arrangera jamais. Faut dire que pour Marie, Anne a un peu tout détruit. Son statut, sa place, sa vie. De princesse, elle est devenue Lady Marie, elle est séparée de sa mère et elle est reléguée au service de la petite Élisabeth. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le jour même des funérailles de Catherine, Anne fait une fausse couche. Et cette fois, quelque chose se brise. Henri change. Il commence à parler de leur mariage comme d'une union maudite par Dieu, comme si Anne avait échoué. Comme Catherine avant elle, elle n'a pas réussi à donner de fils au roi. Et à la cour, une nouvelle présence attire déjà l'attention. Jane Seymour, dame d'honneur de la reine. Elle se rapproche peu à peu d'Henri, exactement comme Anne l'avait fait avant elle. Elle s'installe dans de somptueux appartements, sa famille gagne en influence et pendant ce temps-là, les Boleyn reculent. Le frère d'Anne, George, se voit refuser un honneur prestigieux. Le titre sera donné à Edward Seymour, le frère de Jane. Le message est clair, le vent tourne. Anne le comprend. Elle tente de se défendre, de convaincre Henri, mais plus elle insiste, plus elle l'agace. Parce que le roi ne cherche plus à la comprendre. Il cherche une alternative, une reine plus docile. Et peu à peu, ses alliés disparaissent. Anne Boleyn est en train de perdre tout ce qu'elle a mis des années à construire. Anne est désormais seule. À la cour, ses alliés disparaissent, pendant que la famille Seymour se rapproche, elle, de plus en plus du roi. Et dans l'ombre, un homme agit. Thomas Cromwell, conseiller du roi, est désormais ennemi d'Anne. Il la voit comme un obstacle et il décide de s'en débarrasser, probablement avec l'accord ou du moins le silence d'Henri. Anne Boleyn s'est fait beaucoup d'ennemis pour atteindre le sommet. Alors quand Cromwell commence à chercher des témoins, il n'a aucun mal à en trouver. D'autant plus que c'est évident, à ce moment-là, le roi s'est détourné d'elle. À partir de maintenant, c'est Jane Seymour qui aura ses faveurs. 5 hommes sont arrêtés. Mark Smeaton, Henry Norris, Francis Weston, William Brereton et même son propre frère, George Boleyn. Tous sont accusés d'avoir été les amants de la reine. Un seul avouera, Mark Smeaton, mais ce sera un aveu obtenu sous la torture. Le 2 mai 1536, Anne est arrêtée et envoyée à la Tour de Londres. Les accusations sont graves. Adultère, haute trahison. Parce qu'à cette époque, l'adultère d'une reine est considéré comme une trahison envers l'État, car il met en danger la succession. Les hommes, accusés avec elle, sont jugés en premier et condamnés. Tous, même son frère. Puis vient son tour. Le 15 mai 1536, Anne se défend, avec intelligence, avec force, mais le verdict est déjà décidé. Elle est condamnée à mort par le bûcher ou par la décapitation. Henri choisira un geste qu'il présentera comme une forme de clémence. Anne, elle, demande une chose, mourir à l'épée, à la française. Pendant ce temps-là, Thomas Cranmer annule son mariage avec le roi et leur fille Élisabeth est déclarée illégitime. En à peine quelques jours, Anne perd tout. Son statut, son mariage et bientôt sa vie. Le bourreau français, spécialement choisi par le roi, tarde à arriver de Calais. L'exécution est repoussée d'une journée, une journée de plus à attendre. Le 19 mai 1536, Anne Boleyn est conduite à l'échafaud. Elle s'y rend avec grâce et dignité. Devant la foule, elle prononce une dernière déclaration. « Bon peuple chrétien, je suis venue ici pour mourir parce que selon la loi et par la loi, je dois mourir. Alors je ne parlerai pas contre. Si j'ai été amenée à cette fin par la volonté de Dieu, je ne suis ici pour accuser personne ou pour parler de ce dont je suis accusée et condamnée à mort. Mais je prie Dieu pour sauver le roi et pour qu'il lui accorde un long règne, car jamais il n'y a eu de prince plus doux et clément, et pour moi, il a toujours été un bon et doux souverain.
Et si une personne s'intéresse à ma cause, je lui demande de juger pour le mieux. Sur ce, je prends congé du monde et de vous tous, et je vous demande du fond du cœur de prier pour moi. Quelques instants plus tard, tout est terminé. Un seul coup d'épée, rapide, précis. Selon la légende, le bourreau aurait détourné son attention en lançant « Où est mon épée ?» pour qu'elle ne voie pas le coup venir. Et, en un instant, la reine d'Angleterre disparaît. Mais alors pourquoi Anne Boleyn a-t-elle vraiment été exécutée? Est-ce qu'elle était vraiment coupable ou est-ce qu'elle était devenue dérangeante? Personnellement, je pense que si elle avait eu un fils avec Henri, ce serait jamais arrivé. Parce que lui, tout ce qu'il voulait, en fait, c'était un héritier mâle. Donc si elle lui avait donné un fils, elle aurait pu rester reine toute sa vie, il n'y aurait pas eu de souci, c'était la mère du futur roi. Sauf que comme elle a fait un certain nombre de fausses couches et que le seul enfant viable qu'elle a eu, c'était une fille, pour Henri, ça c'était pas possible, donc il la remplace. Les preuves contre elle sont fragiles, les témoignages incohérents. Aujourd'hui, la majorité des historiens s'accordent à dire que les accusations étaient probablement fabriquées. Anne Boleyn n'aura donc pas été exécutée pour ce qu'elle a fait, mais plus pour ce qu'elle était devenue. Une reine influente, une femme de pouvoir, mais malgré tout une femme qui n'a pas donné de fils au roi. Elle n'aura été reine que moins de 3 ans, mais sa vie, elle, a changé l'histoire de l'Angleterre pour toujours. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que pour toi Anne était coupable ou est-ce que c'était un coup monté? Est-ce que c'était la faute d'Henri parce qu'il voulait avoir un fils ou c'était parce qu'elle avait pris trop de pouvoir et qu'elle s'était fait trop d'ennemis? J'ai vraiment envie de connaître vos avis. Et n'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour découvrir d'autres destins aussi tragiques que fascinants.